Je ne savais pas grand-chose de lui, à part qu'il était plutôt bon violoniste. Je savais qu'il habitait chez sa grand-mère. Et j'ai aussi appris qu'il était passé par un orphelinat. Willy avait l'air tout à fait normal. Au début, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait avoir quelque chose de particulier. Bien sûr, oui, je savais que son père avait été un soldat vietnamien de l'armée française du Rhin. Mais ma foi, c'était comme ça. On n'en faisait pas toute une histoire. C'était un enfant illégitime et franchement, ce n'était pas le seul à cette époque. Est-ce qu'il se doutait de quelque chose? Il paraît que ces stérilisations étaient réalisées sous couvert d'un examen quelconque. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'en a jamais parlé. Moi, en tout cas, au moment où je le fréquentais, je ne le savais pas. Je le vois encore, le visage rayonnant, en train d'agiter sa convocation pour le conseil de révision. Ça y est, je suis convoqué. Il avait réussi, on le voit sur ces images. Mais 2 semaines après la fin des classes, il est mort. Willy Barth, né en 1923 à Euskirchen et mort en 1944, quelque part en Italie du Nord. C'était un soldat de la Wehrmacht. Aujourd'hui, la vie de Willy Barth se résume à quelques souvenirs qui s'estompent, quelques photographies et des repères biographiques épars. Ce n'est pas un hasard. L'État allemand avait décidé que des personnes comme Willy Barth n'auraient pas de descendance, pour effacer leur existence de la mémoire nationale. En 1937, il a été stérilisé de force. Il n'avait pas 14 ans. Des centaines d'autres enfants, nés de femmes allemandes et de soldats des colonies françaises, ont subi le même sort. Novembre 1918. Un monde s'écroule. La grande et glorieuse Prusse a perdu la guerre. C'en est fini de l'empereur, de Dieu et de la patrie. Après 4 années de carnage, le bilan est terrible. 10 millions de soldats morts sur les champs de bataille et près de 10 millions de morts parmi la population civile, en Europe et sur les autres continents. L'heure des vainqueurs a sonné. Le 28 juin 1919, une modeste délégation de l'Empire allemand est convoquée au château de Versailles pour la signature d'un traité qui, pour l'essentiel, a été rédigé sans la participation des vaincus. Le président du Conseil, Georges Clemenceau, s'est montré particulièrement intransigeant. C'est que la France n'a qu'une idée en tête, briser toutes les velléités d'invasion de son voisin. Le traité stipule que tous les territoires allemands de la rive gauche du Rhin seront occupés durant 15 ans par les forces de l'Entente. En janvier 1920, les troupes font leur entrée en Rhénanie, de quai la Cologne. Sur les 100 000 soldats de l'armée d'occupation française, environ 1/5 est originaire des colonies. Ils viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, de Madagascar ou du Vietnam. Les soldats allemands ont croisé leur route à Ypres et dans les tranchées de Verdun et ont colporté les histoires les plus effroyables sur les féroces combattants africains. C'est donc avec une appréhension certaine que la population assiste à l'arrivée de l'occupant français. Pour beaucoup d'Allemands, c'est alors la première rencontre avec des personnes d'une autre couleur de peau.
En ce qui concerne les troupes noires proprement dites, elles ont été créées en 1857 au Sénégal, d'où le nom de tirailleurs sénégalais par le général Faidherbe. Et ces soldats noirs ont servi à conquérir l'Afrique, à coloniser l'Afrique. Il n'a jamais été question d'employer des Noirs en Europe jusque dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Vous avez un officier qui s'appelle Charles Mangin, qui va écrire en 1910 un ouvrage qui va avoir beaucoup de succès, qui va être polémique, qui s'intitule « La force noire ». Et il dit dans cet ouvrage, les tirailleurs sénégalais sont de bons soldats, ils l'ont prouvé en Afrique, pourquoi ne les utiliserions-nous pas en France en cas de guerre ? Parce qu'il faut voir que la France est terrorisée par rapport à son rapport vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui est riche, qui est puissant, qui est peuplé. 65 millions d'Allemands en 1914, 39 millions de Français. Il va de soi que le rapport est complètement déséquilibré et la France est condamnée à la défaite. Donc il faut trouver des hommes, il faut trouver des soldats. Et Charles Mangin propose de puiser dans l'immense réservoir africain. Les premières brochures de propagande sont publiées pendant la guerre. On décrit comment les coloniaux se fabriquent des colliers avec les oreilles des soldats allemands. On dépeint en long et en large des comportements barbares, bestiaux, qui seraient en outre encouragés par les officiers français. Les récits ont attisé des peurs que la population projette logiquement sur les troupes coloniales qui arrivent en Rhénanie. D'autant plus qu'elle rencontre un terrain très favorable en raison d'un racisme profondément ancré qui, soit dit en passant, n'était pas du tout propre aux Allemands. Placer la population civile allemande sous l'autorité d'Africains du Nord, de Sénégalais ou de Vietnamiens, c'est renverser la hiérarchie coloniale. Le fait que des sujets coloniaux exercent une forme de pouvoir sur un ancien peuple de colons européens est ressenti comme profondément humiliant. Beaucoup d'Allemands ont du mal à accepter l'idée de la défaite. C'est une atteinte insupportable à la virilité militaire. Et il existe tout un discours pour rappeler que l'armée allemande n'a pas été vaincue sur le champ de bataille. L'occupation de la Rhénanie dans les années de l'immédiate après-guerre va susciter des questions fondamentales du type « Qu'est-ce que l'Allemagne ? Qu'est-ce que ça signifie d'être allemand ?» Le sentiment de crise identitaire est réel, du moins dans une partie de la bourgeoisie conservatrice nationaliste. D'autant plus que les milieux conservateurs nationalistes perdent leur figure d'identification. L'empereur Guillaume II de Hohenzollern abdique le 9 novembre 1918. L'image est floue, mais le départ est définitif. Le dernier empereur d'Allemagne quitte son pays pour se réfugier aux Pays-Bas. La tradition monarchique prussienne multiséculaire s'interrompt du jour au lendemain. Arbeit und Soldat. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. À peine proclamée, la jeune République est déjà menacée. Car le vieux monde vermoulu n'a pas tout à fait disparu, loin de là. Les gardiens de l'ordre ancien sont les ennemis de la nouvelle démocratie. Ils rejettent les valeurs de la République de Weimar et surtout le traité de Versailles qu'ils appellent le traité de la honte. En toute logique, ils refusent aussi de reconnaître l'autorité des traîtres qui l'ont signé, les sociodémocrates allemands. En mars 1920, une brigade militaire menée par le général von Ludwig tente de renverser le gouvernement élu du chancelier Gustav Bauer. Le putsch est un échec, mais il provoque une réaction immédiate de la France, dont les armées traversent le Rhin pour occuper des villes de la rive droite. Le 6 avril 1920, l'entrée de régiments marocains dans Francfort-sur-le-Main provoque des manifestations et des émeutes. Les soldats tirent sur la foule, faisant des morts et des blessés. L'incident de Francfort est un prétexte tout trouvé pour attiser la haine populaire contre l'occupant français.
À partir du printemps 1920, nationalistes, revanchistes et racistes vont orchestrer une campagne contre ce qu'on appellera désormais la honte noire. Elle use de toutes les ficelles de la propagande et de la désinformation. Ces mots et ces images sont d'une extrême violence. Si nous choisissons malgré tout de les montrer, c'est pour une seule raison. L'écho de cette campagne, vieille d'un siècle, nous semble étrangement familier. Elle commence par la publication de récits et de témoignages. Le dimanche 7 décembre 1919 vers 16h, un soldat de couleur des colonies françaises a surgi devant Gertrude M., une ouvrière de 16 ans résidant à Euskirchen, alors qu'elle empruntait le talus de la ligne de chemin de fer Düren-Euskirchen pour rentrer chez elle. Le soldat a empoigné la jeune fille effrayée, l'a jetée dans le fossé et lui a bâillonné la bouche d'une main pour l'empêcher de crier. Elle a beau eu se débattre, son agresseur... Le dimanche 11 septembre 1921, un soldat français de couleur stationné à Euskirchen a appâté Joséphine K., 9 ans, avec des sucreries. Puis il a entraîné... Le 10 février 1920, Albert V. de Schnappach, 11 ans, a été admis à l'hôpital pour une maladie vénérienne. L'enquête a montré que le petit garçon l'avait contracté 3 mois plus tôt, après avoir été abusé de manière contre nature par un soldat marocain. Les médecins ont diagnostiqué... Quand je me suis défendue, l'un d'eux m'a mordu le doigt et ne l'a plus lâché. Il m'a arraché la chair jusqu'à l'os et aspiré le sang qui s'est mis à lui couler de la bouche. C'est comme si, en ce printemps 1920, une horde de violeurs et de pédérastes avait subitement fondu sur la population allemande pour en salir et déshonorer méthodiquement les femmes et les enfants, filles comme garçons. L'indignation que suscite la prétendue barbarie des troupes coloniales sur le sol allemand se manifeste sous des formes extravagantes. Voilà un noir avec les traits déformés qui ressemble à un singe en réalité sous le casque français, et quand on retourne la pièce on voit la femme allemande qui est attachée, c'est son poteau de torture. On voit c'est un sexe de noir surmonté évidemment d'un casque militaire. Donc voilà les obsessions sexuelles que l'on peut voir. Schwarzschande, voilà la honte noire. Ces pièces, c'est l'exemple effectivement de cette propagande de la honte noire qui est multiforme. On n'imagine pas à quel point aujourd'hui elle a été puissante cette propagande. Elle a reçu des fonds très très importants parce qu'il y a des brochures qui sont traduites en anglais, qui sont traduites en néerlandais, en suédois, en français, en espagnol, aux États-Unis, etc. Il y a des cartes postales, il y a des médailles comme vous le voyez, mais il y a aussi des pièces de théâtre, il y a des films qui sont tournés sur ce sujet. Quand on s'interroge sur la place de la femme et du corps féminin dans cette campagne, il est essentiel de bien comprendre que la plupart des femmes n'étaient pas des victimes de ces hommes noirs, c'est-à-dire des soldats coloniaux. Or, on en a fait des victimes, de manière tout à fait intentionnelle. Et ça, c'est le fait des promoteurs de la campagne qui étaient dans la majorité des cas des hommes blancs européens. Dans leurs brochures, leurs nouvelles ou leurs romans, ils soumettaient les femmes à leurs propres fantasmes masculins et à leurs propres pulsions sexuelles, violentes et bestiales. Ce n'étaient pas les pulsions des soldats noirs, mais celles des hommes qui imaginaient ces histoires. Il y a eu des débordements occasionnels de la part des troupes coloniales, c'est un fait. Mais ce n'était pas un problème spécifique aux soldats noirs ou aux troupes coloniales. Or, c'est comme ça que ça a été présenté. En réalité, la honte noire était déjà dans les têtes des Européens avant même que le premier soldat colonial mette un pied en Rhénanie. L'idée que les Noirs appartiennent à une race primitive et qu'ils représentent un danger pour les femmes blanches à cause de leur appétit sexuel aussi insatiable qu'incontrôlable était largement répandue. À l'époque, ça relevait pratiquement du bon sens.
Les nationalistes et le mouvement d'extrême droite pan-germaniste Völkisch ne sont pas les seuls à pourfendre la présence des soldats coloniaux sur le sol allemand. D'éminents représentants politiques se joignent au concert d'indignation. Comment le monde civilisé peut-il garder le silence face à l'abjection que l'on nous impose, face à la contamination de la population par les maladies vénériennes et bien d'autres méfaits? Il faut à nouveau le crier haut et fort. Employer des soldats de couleur issus d'une civilisation inférieure pour surveiller une population de la stature intellectuelle et économique des Rhénans est un outrage envers les lois de la civilisation européenne. Friedrich Ebert, président du Reich. On peut lire cette campagne sous deux angles. Il y a d'une part la campagne de propagande pilotée par l'État. Son objectif est de revenir sur les conditions du traité de Versailles et d'influencer en un sens favorable au pays les développements de l'après-guerre. C'est aussi la tentative de susciter une forme de solidarité internationale avec l'Allemagne, alors qu'elle ne fait pas encore partie de la Société des Nations. Ça, c'est la lecture conventionnelle, historico-politique si on veut. Mais vous avez mentionné un autre aspect. Pourquoi cette campagne trouve-t-elle un écho aussi fort dans la population? On interprète la défaite comme une défaillance de l'état-major militaire, de la monarchie, mais aussi des soldats allemands. Sauf qu'on ne le formule pas ouvertement. La campagne de la honte noire permet de reporter les causes de la défaite sur la présence des soldats africains. On peut dire qu'on est dans une situation classique de transfert. Dès le départ, les instigateurs de la campagne œuvrent pour que les récits des multiples viols de femmes allemandes soient repris à l'étranger. Quelques jours à peine après les affrontements de Francfort d'avril 1920, un article anglais dénonce la présence des troupes coloniales françaises sur le sol allemand. Il est signé Edmund Dini Morel, journaliste et député du Parti travailliste. L'article est daté du 10 avril. Le chapeau donne le ton. Fléau noir en Europe, la France responsable d'horreurs sexuelles sur le Rhin, disparition de jeunes filles allemandes. Dans son article, Morel condamne l'occupation française de la Rhénanie et l'emploi des troupes noires. Il y explique que c'est en se rendant sur place qu'il a découvert l'horreur et la gravité de la situation. En fait, il faut savoir que dès le départ, Morel a été en contact avec les autorités allemandes qui l'ont alimenté en informations. Extrait d'une note du ministère des Affaires étrangères allemand. Concerne campagne d'influence pour sensibiliser l'opinion publique anglaise à l'occupation de la Rhénanie par des troupes noires. Une importante documentation relative au comportement des troupes noires dans le territoire occupé a été communiquée à divers hommes politiques et journalistes anglais ayant séjourné à Berlin au cours de ces derniers mois. Morel s'est servi de ce matériau pour rédiger une brochure intitulée « L'horreur sur le Rhin », dont l'effet est tout à fait saisissant. Il est manifeste que l'horreur sur le Rhin a suscité chez les lecteurs un sentiment de dégoût physique et intellectuel. Le ministère des Affaires étrangères est très actif en coulisses. Il invite des étrangers en Rhénanie, dans l'idée évidemment que de retour chez eux, ces gens racontent à quel point la situation est catastrophique. Ray Beveridge fait partie de ces relais étrangers courtisés par le gouvernement allemand. Cette femme, issue de la bourgeoisie blanche américaine, devient l'une des pourfendeuses les plus virulentes de la honte noire. Les dirigeants de nos pays auraient-ils perdu la raison? Comment expliquer autrement le fait qu'ils plongent aveuglément notre race blanche, nos femmes blanches dans l'abîme? J'en appelle à toutes les femmes de la Terre. J'en appelle à ceux parmi les hommes qui méritent encore ce nom. Venez à la rescousse. À toute heure du jour et de la nuit, des femmes blanches, des fillettes blanches, des garçons blancs sont en danger. Et cette menace ne cessera tant que l'on donnera à un noir du pouvoir sur des blancs. En Amérique, un homme noir qui ose s'en prendre à une femme blanche est pendu.
Ces opinions racistes n'étaient pas des expressions isolées. Elles étaient répandues et partagées jusque dans le cœur du monde académique européen. Des congrès consacrés à ces questions réunissaient des scientifiques suédois, allemands, italiens, français, britanniques. Et la population européenne, de manière générale, était convaincue qu'il était important d'être blanc et de le rester. En Allemagne, l'une des rares voix à s'élever contre les slogans racistes de la honte noire est Louise Zitz. En 1919, à 50 ans passés, elle est élue à l'Assemblée nationale sous l'étiquette de l'USPD, un parti social-démocrate. En mai 1920, elle prononce un discours historique. Je constate que ceux qui s'insurgent aujourd'hui, à raison, contre les horreurs bestiales commises dans le territoire occupé, n'ont pas cru bon de protester lorsque notre propre soldatesque se livrait en Allemagne aux mêmes brutalités et horreurs bestiales contre des femmes allemandes. Je vous rappelle en outre que nos troupes ont commis des ravages effroyables à l'étranger, en France, en Belgique, en Russie, et tout particulièrement sur le terrain des mœurs. On attise la haine raciale en affirmant que l'introduction de troupes noires en Allemagne, au cœur de l'Europe, est une provocation et un outrage. On porte directement atteinte à la race noire. Qui se souvient aujourd'hui encore de cette grande dame de la social-démocratie ? En vérité, la haine des races qui prolifère dans notre pays a déjà suffisamment déshonoré notre culture. Aujourd'hui, le moindre rassemblement du Parti populaire national allemand s'accompagne de cris comme « à bas les juifs » ou « dehors les juifs ». Cette haine des races est la marque d'une corruption profonde de notre civilisation. Il y a une chose que les nationalistes, revanchistes et racistes de 1920 ne peuvent empêcher. Le rapprochement, le long des rives du Rhin, entre des hommes d'Afrique, des Philippines ou du Vietnam et des femmes allemandes. Ma chère Maria, cet après-midi, j'ai reçu ton gentil mot dans la lettre d'Ali. Chère Maria, je me sens mieux maintenant. Mais je ne sais pas combien de jours je resterai, pas longtemps, je crois. Mon cœur est triste de ne pas t'avoir vu lundi. J'espère que tu me seras fidèle, car je t'aime beaucoup. S'il te plaît, Maria, envoie-moi une photographie. J'aime regarder ton beau visage. S'il te plaît, Maria, je te dis au revoir et t'envoie 1000 saluts et baisers. Ton Salah. Entre 1919 et 1928, plusieurs centaines d'enfants vont naître en Rhénanie des liaisons entre des femmes allemandes et des soldats coloniaux présents en Rhénanie. On ne connaît pas leur nombre exact. Il serait entre 400 et 1 millier. Ces enfants, les mères et leurs familles, sont immédiatement mis au ban de la société. Une partie de la population féminine n'a malheureusement pas su préserver sa dignité morale et son rang, ni son honneur national, et a entretenu des relations avec les soldats des troupes d'occupation de manière tout à fait indécente. Comme cela était à craindre, ces relations n'ont pas été sans conséquences dans de nombreux cas. Friedrich Zitzler, conseiller. Allons-nous assister en silence à la disparition prochaine des chants cristallins entonnés par des Allemands blancs, beaux, bien bâtis, intelligents, vifs et sains? Le Rhin résonnera-t-il bientôt des croassements des mulâtres gris, aux fronts bas et aux nez épatés, grossiers, semi-sauvages et syphilitiques? Franz Rosenberger, médecin.
On parle alors de mulâtrisation. Mais ça suppose l'existence d'un nombre assez considérable de femmes consentantes qui ont des enfants avec des soldats coloniaux. C'est pourquoi beaucoup de nationalistes s'en prennent également au déshonneur blanc. C'est en quelque sorte le pendant misogyne de la honte noire. On ne fustige plus les soldats noirs amenés par les Français, mais les femmes allemandes qui n'ont pas le sens de l'honneur ni de la patrie et qui entretiennent des rapports sexuels nombreux et répétés avec les coloniaux. Ceux qui demandent l'exclusion des femmes blanches de la communauté nationale le font bien évidemment pour des motifs racistes. Ils postulent que le corps national allemand ne peut que se générer à partir de lui-même, sans éléments extérieurs. Il est donc impératif d'en exclure toutes celles qui se rendent coupables d'une atteinte à l'intégrité de la race. Quelqu'un qui a la peau foncée est soupçonné a priori de ne pas être vraiment allemand. Il y a donc la conviction très profonde que le fait d'être allemand correspond à une identité ethnique bien précise. Être allemand, c'est donc posséder la bonne couleur de peau. Mais que faire lorsque l'origine africaine ou asiatique du père n'est pas apparente, comme chez Willy Barth, né dans la petite ville d'Euskirchen? En fin de compte, sa différence était pour nous quelque chose de purement abstrait. Il faut dire qu'il parlait un dialecte incroyablement prononcé, au point que s'il existait une personne dont on pouvait immédiatement dire qu'elle venait d'Euskirchen, c'était bien lui. Par sa manière de parler, il ne pouvait que venir d'une famille établie depuis longtemps. Pour nous, c'était ça qui comptait. Quand les enfants allemands jouent au chat et à la souris, ils chantent « Qui a peur de l'homme noir ?» Puis ils répondent « Personne ». Dans les années 1920, ce n'est pas le cas des adultes. Beaucoup de ces enfants ont été victimes de discrimination, à l'école ou quand ils étaient en apprentissage. On a l'exemple d'un garçon qui vivait depuis sa naissance dans la même petite ville du Palatinat. Il a voulu devenir apprenti boulanger, mais le patron lui a dit « Avec ta tête ? Impossible. Les gens ne voudront plus acheter mon pain s'ils te voient derrière le comptoir et qu'ils savent que tu l'as touché. » Les enfants afro-allemands qui sont nés de ces liaisons ont une condition très difficile au sein de la société. Ils incarnent la défaite de 1918 et les années d'occupation française. Leur existence rappelle que les hommes allemands ont été incapables de protéger leurs femmes des prétendus viols. Et donc, dès le milieu des années 1920, ces enfants sont dans le viseur des autorités parce qu'on les perçoit comme une menace potentielle. Dans le Palatinat, de jeunes métis seront bientôt en âge de procréer, ce qui suscite de grandes inquiétudes. Je vous prie donc de sonder quelques personnes au ministère des Territoires occupés et à l'Office de la Santé publique du Reich, afin de savoir quelles mesures seraient envisageables en vue de préserver la pureté de la race menacée par le sang de couleur dans les territoires occupés. Le conseiller Dieudonné a rappelé que la stérilisation des métis pouvait être réalisée lors d'une intervention parfaitement indolore. J'ai conscience qu'une telle intervention serait illégale au vu de la situation juridique actuelle. Heinrich Jolas, commissaire aux affaires palatines. Avant la Première Guerre mondiale, il s'est déjà posé la question du statut des enfants métis légitimes nés dans les colonies allemandes. Peuvent-ils hériter de la nationalité allemande du père? Les racistes sont évidemment contre une telle idée, mais il faut noter qu'ils n'arrivent pas encore à imposer leur point de vue. La véritable rupture intervient avec le national-socialisme. À partir de là, la nationalité sera à nouveau clairement déterminée selon le critère racial. Évidemment, ça a eu des conséquences dramatiques sur la vie et l'intégrité physique des bâtards de Rhénanie, comme on les appelait. Le paradoxe d'une époque. La modernité effervescente de la République de Weimar côtoie la folie raciale du mouvement völkisch. Tandis que Joséphine Baker met le tout Berlin en émoi avec sa ceinture de banane,
On craint, non loin de là, pour la pureté du corps national. L'idée d'une stérilisation obligatoire des enfants de Rhénanie fait son chemin dans certaines administrations. Les histoires de ces enfants sont pour la plupart mal connues. Celle de Gregor Bartz fait figure d'exception. Il naît en 1921 à Pleit, à la lisière de la région volcanique de l'Eifel. Le père de Gregor ne fait pas partie des troupes coloniales françaises. Il est membre de l'infanterie américaine et originaire des Philippines. Gregor Bartz était le fils d'une de mes tantes, la plus âgée. Elle était née en 1906, c'est-à-dire qu'elle avait 14 ans quand elle a accouché de mon cousin. Si ça arrivait de nos jours, ça ferait déjà quelques vagues. Alors on peut imaginer le scandale que ça a provoqué en 1921, dans une société très marquée par le catholicisme et le poids de l'Église. Voilà. Toute la famille Crayer réunie. La photo doit dater de 1925-1926. Ici, c'est Katharina Crayer, la mère de Gregor. Ensuite, il y a Émilie Crayer, c'est ma mère. Elle est née en 1914. Elle devait donc avoir dans les 11-12 ans à ce moment-là. Et la troisième, c'est Anna Crayer. Voilà pour les 3 sœurs. Lui, c'est mon grand-père, Josef Crayer. À côté de lui, c'est Katharina Crayer, ma grand-mère, et voici Gregor. Donc, comme je le disais, ça a été un énorme scandale. Normalement, ma tante aurait été mise à l'écart de la communauté villageoise, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est certainement en partie grâce à mon grand-père et à la famille. Mon grand-père était un des cofondateurs de la section locale du Parti social-démocrate. C'était un homme de caractère qui ne se laissait pas faire. Je suis persuadé que ça a beaucoup contribué au fait que le petit ait été accepté par le village. En 1927, Katharina a épousé cet homme ici, Peter Bartz. Elle était tout juste majeure, et il faut croire qu'elle a voulu quitter aussi vite que possible la maison de mon grand-père. Manifestement, leur relation était quand même assez conflictuelle. Même protégé par sa famille et le village, Gregor n'échappe pas pour autant aux injustices et aux persécutions. Certes, il sortira vivant de la guerre et deviendra un membre respecté de la communauté villageoise, mais il n'aura jamais de descendance. Adolf Hitler en personne en a décidé ainsi. L'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes marque un tournant dramatique dans la politique démographique du pays. Des personnes comme Gregor Bartz sont désormais les cibles d'une politique raciale qui se nourrit d'idées formulées dès le XIXe siècle. En Allemagne, le zoologue Ernst Haeckel est l'un des fondateurs de ce que l'on nommera la raciologie. Dans la seconde partie du XIXe siècle, on voit fleurir des publications qui s'interrogent sur le statut de l'étranger, du sauvage. Les vitrines des musées d'histoire naturelle se remplissent de squelettes et de crânes venus des 4 coins de la planète. Les scientifiques posent la question de l'unité de l'espèce humaine et se mettent à faire l'inventaire des différences. On a commencé par cataloguer et maintenant on catégorise. Dans les années 1860, à Jena, Haeckel établit ses premiers arbres généalogiques. Ce sont les débuts de la hiérarchisation. On détermine ce qui est supérieur, inférieur, meilleur, moins bien. On publie des tableaux comparatifs qui catégorisent et classent selon la taille des crânes, la couleur et la structure des cheveux, la couleur des yeux. On retrouve tout en bas de ces tableaux les papous et les Hottentots, avec leurs cheveux partoufs, comme on dit à l'époque. Et au sommet, il y a le Méditerranéen, l'Européen, plus tard le Caucasien. L'Institut d'anthropologie Empereur Guillaume, fondé en 1927 à Berlin, devient le centre des études de raciologie sous les nationaux socialistes. Il est dirigé par l'anthropologue Eugen Fischer. Fischer est aussi l'un des pères spirituels d'un projet de loi
qui vise à mettre en œuvre le concept d'hygiène raciale des nationaux-socialistes. Un individu qui menace la santé du corps national ne doit plus être en mesure de procréer. Voici le texte intitulé « Loi de prévention de la transmission des maladies héréditaires » du 14 juillet 1933, publié en 1934 par la maison J.F. Lehmann, l'éditeur préféré des nazis. Tout ce qui est en rapport avec cette loi profondément inhumaine se trouve là-dedans. C'est ici qu'on peut retracer les responsabilités. Il faut bien comprendre que ce n'est rien d'autre qu'une loi de stérilisation eugénique dont le but était de légaliser et légitimer des campagnes de stérilisation forcée à grande échelle. Selon les rédacteurs de la loi, 12 types de pathologies relevaient des maladies héréditaires. Par exemple, je cite, « cécité héréditaire, surdité héréditaire, épilepsie héréditaire, psychose maniaco-dépressive, schizophrénie. » Si un patient correspondait à l'une de ces définitions, il devait se présenter auprès d'un tribunal de santé héréditaire qui statuait sur la nécessité de stériliser ou pas. Pour obtenir l'adhésion de la population à la nouvelle loi, les nazis conçoivent des expositions pédagogiques qui expliquent la nécessité impérative de l'hygiène raciale. Les démonstrations pseudo-scientifiques y côtoient les arguments économiques. Mais surtout, on joue sur la peur de voir le corps national menacé dans sa pureté. En Thuringe, la région modèle de l'Allemagne nazie, l'administration élabore un formulaire qui permet de recenser l'ensemble de la population selon des critères raciologiques. Big Data au Troisième Reich. Au milieu des années 1930, le président de l'Office régional de Thuringe pour les questions raciales, Karl Astel, a développé un programme de saisie généalogique extrêmement détaillé. Chaque citoyen de Thuringe devait remplir ce tableau de parenté et répondre à une série de questions. Il fallait remonter sur 6 générations, ce qui obligeait les gens à consulter les registres paroissiaux pour connaître nom, prénom, date de décès et raison du décès de tous leurs parents éloignés. Cela a permis de recenser tout le monde, les délinquants, les homosexuels, les juifs. Cela a servi à des enquêtes statistiques, à vérifier le poids économique de certaines populations, entre autres. Et bien sûr, les informations étaient transmises sans vergogne aux autres services. Il n'y avait aucune protection des données. À la fin du mois de juillet 1933, quelques jours à peine après l'adoption de la loi de prévention de la transmission des maladies héréditaires, un jeune anthropologue se rend sur les rives du Rhin. Wolfgang Abel est un collaborateur d'Eugen Fischer à l'Institut d'anthropologie. Objectif du voyage, le recensement et l'examen anthropométrique des bâtards de Rhénanie. 33 enfants, âgés de 5 à 11 ans, sont mesurés et photographiés. Abel a obtenu leurs données personnelles à partir de formulaires datant des années 1920. À quelques rares exceptions près, les examens sont effectués sans l'accord des enfants ni des parents. Pour cette raison, nous avons choisi de déformer les images. Abel publie les résultats de ces examens dans une revue spécialisée, mettant ainsi à nu ses sujets d'étude une seconde fois. Quand ils répertoriaient les mensurations des nez, les couleurs de cheveux ou des yeux, les nazis pratiquaient de la pseudo-science. Le concept de race est une construction sociale, rien de plus. Il ne repose sur aucun fondement scientifique. Distinguer différentes races au sein de l'espèce humaine relève d'une typologie sociale et politique. N'importe quel scientifique est censé vous le dire aujourd'hui. Il n'y a pas de critère moins adapté que la pigmentation de la peau pour déterminer l'existence de prétendues races au sein de l'espèce humaine. Les recherches les plus récentes ont établi que nous avions tous la peau sombre il y a 8000 ans.
L'Afrique est le berceau de l'humanité, de tous les humains sur Terre. Le terme de race ne devrait plus jamais être employé. Les races n'ont jamais existé. Ce sont des constructions. Il n'est pas possible de créer sur la base de catégories arbitraires telles que la couleur des cheveux, de la peau ou des yeux, un système artificiel qui classerait les humains en supérieurs et inférieurs. Le 11 mars 1935, les locaux du ministère de l'Intérieur à Berlin accueillent une réunion du cercle de travail numéro 2 du Conseil d'experts pour la politique démographique et raciale. Pratiquement tous les grands eugénistes et spécialistes des questions raciales du Troisième Reich sont présents. À l'ordre du jour, un exposé du docteur Walter Gross, qui dirige l'Office de politique raciale du Parti national-socialiste. Son titre, « Piste pour une solution de la question des bâtards ». Une discussion est prévue à l'issue de l'exposé. Walter Gross soumet aux participants différents scénarios. Premièrement, stérilisation obligatoire pour assurer l'éducation raciale. Le moyen a fait ses preuves. Inconvénient, la stérilisation n'inhibe pas les instincts de la plupart des métis de race étrangère. Deuxièmement, les stérilisations sont réalisées grâce à un accord tacite entre tribunaux de santé héréditaires, médecins de district et ministère de la Santé. Troisièmement, changer la loi. Faisable. Inconvénient. Quatrièmement, évacuation de tous les bâtards nègres vers des territoires extérieurs au Reich. Cinquièmement, stérilisation illégale, effectuée par des organismes du parti spécifiquement agréés et à l'écart de l'appareil habituellement chargé des stérilisations légales. La séance est levée à 19h20. On remercie les participants pour leur travail. Chaque animal s'accouple exclusivement avec un représentant de la même espèce. La mésange avec la mésange, le pinson avec le pinson, la cigogne avec la cigogne. Bref, tout croisement entre races a les conséquences suivantes. A. Baisse du niveau de la race supérieure. B. Régression physique et intellectuelle, et donc début d'une dégénérescence lente mais implacable. Ce sont les Juifs qui ont introduit et qui introduisent le nègre sur le Rhin, toujours avec la même arrière-pensée et dans le même but affirmé: détruire la race blanche tant détestée par l'abâtardissement inévitable qui en résulte, de la faire tomber de son piédestal culturel et politique pour prendre sa place et régner sur elle. Adolf Hitler, Mein Kampf. C'est Adolf Hitler, l'ancien soldat de première classe et chancelier du Reich, qui signe en personne, en avril 1937, l'ordre secret de procéder à la stérilisation forcée des enfants de Rhénanie. L'ordre secret était illégal parce que la stérilisation contrainte d'enfants sains n'était pas couverte par la loi de prévention de la transmission des maladies héréditaires, entrée en vigueur le 1er janvier 1934. La loi légalisait uniquement la stérilisation obligatoire des personnes atteintes de maladies héréditaires. Pour appliquer l'ordre secret d'Hitler, la Gestapo, la police secrète de l'État, met en place une commission spéciale, la Sonderkommission 3. Cette commission spéciale était l'instance chargée d'organiser les stérilisations forcées illégales. Elle avait à disposition les dossiers de tous les enfants concernés par la mesure. Ce qui est intéressant à relever, c'est que ces données avaient été fournies par les différentes centrales régionales de biologie héréditaire qui avaient, elles, approché auparavant tous les élus régionaux et les maires dans le cadre du recensement des enfants. Gregor Bartz fait partie des enfants identifiés par la commission spéciale. Il a 16 ans. Il y avait quelques nazis dans le village, surtout dans la police municipale. Et il y avait le responsable local de la propagande, qui était un nazi convaincu.
Ce sont eux qui ont dû le signaler. Ils faisaient du chantage. Si les mères refusaient la stérilisation de leurs enfants, on leur faisait comprendre qu'elles devaient être rééduquées. La rééducation, ça voulait dire déportation dans un camp de concentration. Pendant que les enfants étaient envoyés dans un château au bord de la Moselle, qui servait de camp pour mineurs. En juin 1937, Grégor et sa mère sont convoqués à Cologne. Rapport de la police secrète d'État, Cologne. En accord avec le conseiller Thorn, la prochaine session a été fixée au 3 juin à 7h30 à l'hôpital protestant de Cologne-Weiertal. Les 4 pupilles qui auront été convoquées devront être récupérées comme d'habitude à l'Office de santé publique de Düsseldorf. Ils seront transportés en voiture jusqu'à Cologne. Si jamais, contre toute attente, un pupille ou l'un des autres participants ne se présentait pas à l'heure fixée à l'Office de santé publique, le chauffeur devrait alors aller les chercher. À Cologne, Grégor et sa mère étaient attendus à l'hôpital de Weiertal, qui est une clinique protestante. Les cliniques catholiques refusaient la plupart du temps de pratiquer ce genre d'intervention. Il paraît, c'est en tout cas ce qui se dit dans la famille, qu'en traversant le Rhin à Cologne, les deux se seraient arrêtés un instant et auraient envisagé de se jeter dans le fleuve. Il faut souligner toutes les conséquences que ces stérilisations forcées avaient sur des enfants mineurs. Tout d'abord, cela réduisait évidemment leurs perspectives d'avenir. Ils souffraient de douleurs au bas-ventre, les cicatrices faisaient mal. Et l'intervention était aussi vécue par les enfants comme une persécution très traumatisante. Ils se sentaient bafoués, humiliés, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains à part entière. Il y avait de quoi être marqué jusqu'à la fin de sa vie. J'entends d'abord le bruissement de vêtements. On s'agite autour de moi. Puis je ressens la faible lueur du plafonnier sur mon œil. J'essaye en vain de me composer une image plus nette de la situation. Mais le réel ne cesse de se dérober. Je nage dans le brouillard et le néant. J'ai l'impression que mon corps est compressé. Je le palpe avec précaution. Je sens le sac de sable qui m'écrase, puis les rouleaux qui relèvent mes genoux. D'un coup, je comprends ce qui vient de se passer. Je hurle. Remettez-moi en état. Je suis meurtrie. Des milliers de fois, je m'étais imaginé le bonheur que je ressentirais quand je serais enceinte. Comment je m'habillerais pour ne pas divulguer mon secret. Oh, combien me dégoûtent les mots de l'infirmière. Maintenant, tu peux avoir autant de rapports que tu veux. Quand je serai morte, il n'y aura plus personne pour raconter mon histoire. Alors j'ai rédigé ces notes. Elles seront peut-être bénéfiques à l'un ou l'autre qui aurait subi le même sort. Peut-être aurais-je contribué à dissiper une partie de l'obscurité. Le jeune Willy Barth n'a pas pu raconter son histoire. Son ami d'enfance, Rudolf Müller, l'a préservé pour nous. En décembre 1940, Rudolf Müller et Willy Barth ont joué tous les deux à l'occasion d'une journée consacrée en Allemagne à la pratique de la musique amateur. Il y a longtemps déjà, M. Müller a consigné les souvenirs de ce concert. Après moi, c'est au tour de Willy de monter sur scène. Il n'est pas membre des jeunesses hitlériennes, mais ce soir-là, il emporte l'uniforme. La chemise brune, avec ceinturon, les bretelles, le foulard noir. C'est presque avec un petit air de défi qu'il se présente devant son auditoire. Il règle son pupitre et accorde son violon sans se presser. Son ami Franz Schwingler, qui a le même âge,
se tient déjà prêt au piano. Il joue une pièce de Bach-Gounod intitulée Ave Maria. Willy paraît très à l'aise car les mouvements de son torse sont fluides. Tandis que la pièce se termine par une note soutenue, il se tourne vers son partenaire au piano qui opine de la tête. Alors qu'un tonnerre d'applaudissements vient le féliciter pour sa prestation, il regarde de côté, l'air déconcerté, puis quitte la scène en toute hâte et à grands pas, pris d'un soudain accès de panique. C'était vraiment ça. Comme s'il voulait s'enfuir. Mais Franz Schwingler, qui lui a emboîté le pas, le repousse vers la scène. Alors seulement, il regarde le public, découvre tous ces visages bienveillants et sent le vent de sympathie qui le caresse. Qui le caresse comme une brise chaude. Libéré, il respire profondément dans un geste maladroit. Je ne peux plus. Ce n'est qu'en entendant les bravos de quelques filles qu'il parvient à relâcher complètement la tension. Il sent qu'il commence à se réjouir d'une vie qui, pour la première fois, lui semble offrir plus de possibilités qu'il n'en a jamais espéré. Voilà.